on va se projeter. Tout va bien. Ta grossesse s'est bien passée, ton bébé va bien, et pourtant le jour de la naissance, tu te retrouves allongé avec le monitoring, avec un cathéter euh, dans le bras, dans une salle pleine de machines. T'es suivi comme si t'avais une pathologie. Comme si à tout moment ton corps allait dérailler. Je dis souvent qu'en fait, on considère un peu les femmes comme des bombes sur pattes. Comme si la naissance, c'était un danger qu'il fallait maîtriser, contrôler, contenir. Tout ça, on te dit que c'est au cas où, que c'est plus sûr. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que la vraie sécurité, c'est vraiment d'agir comme si chaque femme était une urgence potentielle? Si au contraire, ce regard-là, ce cadre-là, crée plus de complications qu'il en prévient. Alors aujourd'hui, je veux qu'on parle de ça, de ce qu'on appelle la sécurité et de ce qu'on oublie quand on remplace la confiance dans le processus de la naissance, dans la physiologie, par la peur du scénario catastrophe. Depuis 3 ans, dans le podcast Sage-Femme Authentique, je fais entendre des voix. Celles des femmes, des familles, des sages-femmes, des naissances vécues. Et cette année encore, je participe au défi J'envoie. Un épisode par jour pour raconter, ressentir, relier. Bienvenue dans Sage-Femme Authentique. C'est vrai que moi je suis sage-femme autonome et ce que je fais chaque jour, c'est d'accompagner des femmes, des couples qui veulent vivre leur accouchement autrement. C'est une chance, je le reconnais. Elles veulent pas faire ça n'importe comment, elles veulent pas faire ça dans le fantasme d'une naissance parfaite, mais c'est plus avec de la conscience, de la confiance et surtout avec du sens. Ce que je vois, c'est que le système actuel, il traite toutes les naissances comme si elles étaient potentiellement pathologiques. On dit toujours, en fait, on considère que la femme n'est pas capable, son corps n'est pas capable jusqu'à ce qu'elle prouve que c'est le contraire. Même quand tout va bien, même quand le bébé va bien, même quand il n'y a aucun signe d'alerte. On met les femmes sous monitoring, on met un cathéter au cas où on devrait la perfuser. On les immobilise un peu à la naissance, par sécurité en fait. Quand les femmes disent qu'elles veulent accoucher accroupies, on dit ah non, parce que si jamais je dois intervenir, je ne saurais pas le faire. On met de l'ocytocine pour éviter les hémorragies. Bref. Est-ce qu'on peut vraiment parler de sécurité quand ce cadre finalement, il crée aussi, enfin on va pas le nier, du stress, de la peur, de la douleur, de la perte de repères? Est-ce qu'on peut dire qu'une naissance est sûre si elle est vécue dans ce contexte un peu sous tension, sous contrôle? J'aimerais qu'on ouvre un peu ce regard aujourd'hui là, qu'on parle de la vraie sécurité, de ce que ça demande pour une naissance de se dérouler dans la confiance, et pourquoi en fait, pourquoi c'est urgent qu'on sorte de cette logique de surmédicalisation préventive qui finalement dans bien des cas fait plus de mal que de bien. J'avais fait tout un épisode sur la cascade d'intervention. Et quand on prend conscience de ça, que parfois nos gestes en tant que soignants ont des répercussions qui vont tellement loin, juste parce qu'on voulait se prémunir, éviter la complication, qu'on était un peu drillé par la peur de ce qu'on allait dire, peur des remontrances, etc. C'est bien d'y réfléchir. On parle trop souvent aux femmes, on leur dit trop souvent, on va prévoir un déclenchement, ou alors je vais d'abord vous mettre sous monitoring, je vais vous mettre un cathéter au cas où. Toi, peut-être que tu t'es dit, mais tout va bien, non? Pourquoi j'ai l'impression qu'on m'accompagne comme s'il y avait quelque chose qui allait pas? Pourquoi je ressens cette pression alors que j'ai juste envie de confiance, de présence? Quand on dit, ah, mais ça n'a pas vraiment bougé, on va peut-être mettre un peu d'ocytocine, etc. En fait, t'inventes rien quand tu ressens ça. Tu ressens finalement l'incohérence d'un système qui, par peur de la moindre petite complication, préfère agir même quand il n'y a rien à corriger. Et cette tension-là, elle est partout. Finalement, dans la manière dont on s'adresse aux femmes, dont on leur demande pas vraiment leur consentement. J'ai fait pas mal d'épisodes sur le sujet. Dans la posture, dans les traitements qui sont imposés, voilà. J'ai accompagné tellement de femmes qui m'ont dit après coup, quand j'arrivais en postpartum, j'ai accepté des choses que je voulais pas parce que je pensais que c'était la procédure normale, que j'étais obligée, qu'en fait il n'y avait pas le choix. Ou alors même j'en ai qui m'ont dit mais moi je me sentais pas en danger mais on m'a fait croire que je l'étais en fait. Mais c'est pas une mauvaise intuition, c'est le système qui est structuré comme ça. Il traite tout le monde comme un risque. Même quand tous les feux sont verts, même quand ton bébé va bien. Puis au lieu de nourrir la confiance, en fait, il alimente finalement plus la peur.
Et la peur, c'est quoi? C'est l'adrénaline qui ralentit, qui arrête le travail. Vous voyez où est-ce que ça tourne pas rond finalement? Surmédicaliser une naissance qui va bien, ça n'augmente pas la sécurité. Parfois, ça la diminue en fait. On oublie trop souvent que chaque intervention, ça a un impact. Le monitoring en continu, en fait, la femme, elle est coincée, elle est bloquée. Même quand on met un monitoring sans fil, en fait, il y a plein de mouvements qu'elle ne peut pas faire. Ou alors la sage-femme elle va devoir tout le temps revenir pour pouvoir remettre ce capteur correctement. Ou alors on va allonger ce temps de monitoring parce que, en fait, comme je ne le captais pas très bien, vous comprenez, je vais devoir vous le laisser, etc. On se retrouve parfois avec un monitoring en continu alors que ce n'était pas ce qu'on voulait. La perfusion, au cas où, enfin le cathéter au cas où, parfois c'est inconfortable. J'ai une de mes patientes par exemple qui disait moi je suis pas capable d'avoir un corps étranger dans mon corps. Elle avait vécu des situations d'abus et en fait tout ce qui était intrusion dans son corps était très problématique. Elle disait si on me met ce cathéter de prévention au cas où, je ne vais pas pouvoir être pleinement dans mon corps parce que je vais être coincée par ce cathéter qui est là. Oui, pour le médecin, pour les sages-femmes, c'était quelque chose qui était bénin de juste mettre un cathéter, une voie d'entrée au cas où. Mais pour elle, en fait, ça venait parasiter complètement son accouchement et ça allait rendre beaucoup plus difficile la mise au monde de son bébé. Sans parler en fait qu'on lui imposait ça parce qu'on avait peur qu'elle saigne, parce qu'elle avait saigné un petit peu trop pour son premier accouchement. Et du coup, en fait, tout était prêt dans le couloir pour pouvoir la faire partir en césarienne si jamais c'était nécessaire. Donc on était dans un système où en fait on instillait tellement la peur qu'elle le ressentait tellement fort, alors qu'avant ça, tout était cool, tout se passait bien. Les surveillances excessives comme ça, le climat de tension qui monte dans la pièce, ça bloque le travail. Le corps, il sait faire que quand il se sent en sécurité. Et la sécurité, c'est pas que les machines. La sécurité, c'est de se sentir entouré. La sécurité, c'est qu'on respecte nos besoins physiques, mentaux, psychiques, tout ce qui est aussi lié à tout ce qui est spirituel, à ce qui est culturel. Si j'ai besoin, je sais pas moi, j'avais une de nos patientes qui nous avait dit est-ce que c'est ok pour vous que Marie soit là pour mon accouchement? Une femme très croyante qui avait besoin que Marie, mère de Dieu, soit présente à son accouchement. Et je lui ai dit tu peux venir avec tous les cierges ou toutes les représentations de Marie qui te font du bien. Pour moi, il n'y a pas de problème. Si toi, ça t'aide, moi, je suis ok avec ça. Il n'y a pas de mauvaise manière de faire. Il faut qu'au contraire, on puisse entendre quels sont les besoins des patientes, les besoins des familles pour pouvoir se sentir en sécurité. Quand le corps il est observé, quand il est contraint, quand il est interrompu, en fait, il n'y a plus d'espace pour accoucher en confiance. Tu sais, tu fais pas pousser une fleur plus vite parce que tu tires sur la tige. Tu l'aides pas à éclore en l'éclairant avec un gros spot de chantier. Non, tu l'aides à grandir en lui offrant des conditions propices, pas en lui imposant ton rythme. En fait, la naissance, c'est pareil. Elle a besoin, oui, de chaleur, de confiance, de lenteur, de respect. Pas de contrôle, de bruit, de lumière, de peur, etc. Quand on regarde les données, on sait maintenant que le monitoring en continu, ça apporte pas de meilleurs résultats qu'un monitoring intermittent pour les grossesses sans risque, j'entends bien. Pas avec un déclenchement, pas avec une péri, etc. Une femme qui va accoucher de manière physiologique, sans médicaments, etc., n'a pas besoin d'un monitoring en continu. L'Organisation mondiale de la santé préconise l'auscultation intermittente. D'accord? Les déclenchements non nécessaires, ça augmente le risque de césarienne. Avec, voilà. Mais en fait, ça augmente les douleurs, ça ralentit le travail, puis en fait, ça peut provoquer tout ça, ça peut provoquer des interventions en cascade. Pourtant, c'est encore des standards dans beaucoup trop d'hôpitaux. Ce que la vraie sécurité demande, c'est une évaluation individuelle. Pas des protocoles qui sont copiés-collés pour un grand nombre. En fait, dans les grosses structures vers lesquelles on est en train de se diriger maintenant, puisqu'on ferme les petites maternités, 3000, 3500, 4000 naissances par an, en fait, c'est protocolisé parce que c'est de la grande masse. Il y a beaucoup de naissances, en fait, tous les jours. Donc, pour pas passer à côté, tout est protocolisé. Mais du coup, on ne passe plus à quelle est l'histoire de cette femme, quelle est l'histoire de ce couple, quelle est l'histoire de ce bébé, quels sont leurs besoins. La vraie sécurité, ça demande une connaissance fine de la physiologie, la vraie physiologie. Pas une peur généralisée du scénario catastrophe parce que, en fait, on a eu une patiente qui a vécu ça, alors ma plus grande peur maintenant c'est qu'il y ait ça, etc. Par exemple, on a eu une dystocie des épaules, maintenant on a peur de dystocie des épaules. Ouais. Oui, d'accord, mais d'abord, c'était quoi les conditions? Est-ce que en fait toutes les femmes vont faire une dystocie? Non. Mais pourtant on considère et on fait tous les choix
par peur de ça, par exemple. La vraie sécurité, c'est une présence, mais qui est pas intrusive. C'est une présence qui soutient, d'accord? Et c'est pas une dépendance exclusive à la technologie. Le problème, c'est que quand on suit les patientes à travers les monitorings en continu, on pense que ça, c'est un gros filet de sécurité. En fait, quand c'est le rush, la sécurité, elle n'est pas là. Quand il y a des patientes partout, c'est pas sécuritaire de croire que parce qu'on est relié à une machine, on est en sécurité. C'est faux. J'ai trop de sages-femmes qui m'ont raconté des nuits horribles où il y avait tellement de patientes que en fait, elles n'ont pas vu un monitoring qui a commencé à montrer des signes que ça n'allait pas. D'accord? Ça arrive. C'est terrible, mais ça arrive. Donc c'est une fausse croyance de penser que c'est sécuritaire juste parce qu'on est branché à une machine. La sécurité, elle a besoin d'écouter en fait le rythme des femmes, pas de la mettre forcément sur un partogramme, mais d'écouter quels sont ses besoins, puis de voir en fait que la mécanique parfois, ça prend du temps, mais elle a beaucoup de temps de pause, ou alors les contractions sont fort espacées. Ça ne veut pas dire qu'on doit contrôler ça et puis d'office améliorer, changer pour que ce soit rapproché, etc. Non, parfois c'est juste le rythme normal de cette naissance. Comment est-ce que ça va se passer pour que ce soit optimal par rapport à la vision qu'on a de qu'est-ce que ça doit être que le travail actif, par exemple. Et puis, la vraie sécurité, c'est le respect, c'est le consentement, c'est des mots qui sont posés clairement. C'est pas des demi-pressions qui sont glissées dans un c'est mieux comme ça, c'est de la sécurité, c'est au cas où, etc. Parce que tu vois, le danger, ce n'est pas la physiologie. Le danger, c'est la manière dont on la traite. Puis une autre chose que je vois trop souvent, c'est des femmes qui savaient ce qu'elles voulaient, qui avaient écouté leur corps, qui avaient écouté leurs sensations, et à qui on a dit non. Par exemple, ah non, je me rappelle d'une patiente qu'on avait dû transférer à l'hôpital, puis qui était debout, qui se sentait bien debout, qui sentait bien son bébé, et en fait, la gynéco qui arrêtait pas de dire, maintenant madame, vous devez monter sur la table, vous devez vous mettre sur la table parce que moi, si jamais il y a une complication, si jamais je dois faire des manœuvres, ben là, ça sera pas possible. Donc, il faut que vous vous remettiez en position gynécologique. Pourquoi? Parce qu'on prévoit la complication, qu'on se projette déjà dans l'intervention. Et donc, on bloque, on contraint, alors que la gravité, évidemment, ça aide bien, puis cette femme, elle le sentait bien. On retire à la femme sa liberté au nom d'une peur hypothétique. Puis l'autre jour, on a une de nos patientes aussi qui voulait accoucher dans l'eau, puis qui a été, qui était déclenchée, donc elle était à l'hôpital, elle a choisi voilà, la salle avec la baignoire pour pouvoir bénéficier du bain, et elle, ce qu'elle voulait, c'était accoucher dans l'eau. Mais on lui a dit non. Pourquoi? Parce qu'elle est obèse. Du coup, la gynéco avait peur de la dystocie. Et en plus de ça, les nouvelles baignoires dans cette maternité sont plus grandes. Donc elle disait, elles sont trop grandes pour intervenir rapidement, donc non, je suis désolée, mais moi, je ne fais pas d'accouchement dans l'eau. Résultat, on l'a pris finalement d'un outil qui aurait peut-être rendu sa naissance plus douce, en tout cas qui aurait respecté son souhait de base. Je dis pas, on a beaucoup de femmes qui veulent accoucher dans l'eau et puis qui finalement accouchent pas dans l'eau parce que sur le moment c'est pas ce qui se fait. Mais là, on lui a imposé de sortir de l'eau. Elle était bien dans l'eau, elle a commencé à pousser dans l'eau. Donc encore une fois, on n'agit pas parce que c'était nécessaire, mais parce que on avait peur de ce qui pourrait arriver. Tu vois dans quoi est-ce que je veux venir? Donc c'est pas des exceptions malheureusement, c'est un peu systémique, c'est un peu tellement habituel. Ok, la baignoire c'est pour dilater mais c'est pas pour accoucher. Et quand on parle de sécurité, faut être honnête. Est-ce qu'il s'agit vraiment de la sécurité de la femme ou est-ce qu'il s'agit finalement de la sécurité juridique, organisationnelle, médicale du système qui est autour d'elle? Pendant l'accouchement, je le dis souvent, les femmes, elles sont vulnérables. Pas parce qu'elles sont faibles, pas parce qu'elles sont à risque, mais parce qu'elles sont grandes ouvertes. On dit, les femmes entendent ce que les gens pensent tout bas. Elles sentent, elles ressentent. Elles sont ouvertes dans tous les sens du terme. Psychiquement, mentalement, physiquement. D'accord? Et face à cette vulnérabilité, nous les soignants, on a une responsabilité qui est immense. C'est celle de ne pas prendre le dessus. C'est celle de protéger l'espace. C'est pas celle d'imposer ou de décider de couper la femme de ses ressentis, mais celle de tenir l'espace avec humilité, avec présence, avec respect, de sécuriser ces personnes sans prendre le dessus. Parce que la sécurité, c'est pas juste du matériel. Et au passage, je voulais juste le dire quand même, parce que quand je vous disais, on n'a pas besoin d'être entouré de tas de machines, etc. Mais sachez qu'à la maison de naissance, à domicile, nos trousses, elles contiennent de quoi perfuser, ventiler, aider en cas d'urgence.
si ça survient. Mais la sécurité, c'est pas ça. Oui, c'est quelque chose que je montre parce que souvent, les compagnons, les compagnes, la question qu'ils ont, c'est si jamais il se passe quelque chose, qu'est-ce que vous faites quand même? Parce que, hein, on n'est pas des kamikazes, je le dis souvent. On a des responsabilités et tout est fait pour que si jamais c'est nécessaire, on les utilisera. Mais c'est pas là en première intention. C'est même pas dans la chambre, c'est juste à côté. Ce dont ont besoin les femmes, c'est la vraie sécurité, c'est la confiance, c'est l'intimité, c'est le respect du rythme. C'est les mêmes ingrédients que pour faire un bébé. C'est une relation de confiance, c'est un environnement calme, c'est la lumière douce, c'est un espace d'amour en fait. Personne ne fait un bébé sous projecteur en étant observé, sauf ceux qui sont obligés de faire ça sous PMA, on est d'accord, mais quand on fait un bébé naturellement, ben voilà, c'est dans l'intimité, c'est... Pourquoi on attendrait Pourquoi est-ce qu'on s'attend à ce qu'il naisse dans ces conditions, hein, avec le cialytique pointé sur le périnée, etc. Je vous remets cette vidéo que je trouve tellement puissante et intéressante, que j'adore, sur la performance sexuelle sur surveillance, pour faire le parallèle entre justement la conception d'un bébé et puis le fait de faire naître un bébé. C'est un film espagnol qui s'appelle La Performance. Ça dit tout ce qu'on impose aux femmes le jour de leur accouchement. Donc je vous le remets dans le lien dans la description de l'épisode. Donc toi, si t'es sage-femme, étudiante, sage-femme, enfin voilà, que t'accompagnes, si tu sens que ce que je raconte ici, ça vibre en toi, si tu veux pratiquer autrement, réfléchir autrement, créer du lien entre nous, te nourrir, te sentir soutenu, s'il te plaît, bien rejoindre la communauté des sages-femmes authentiques. C'est le lieu que j'ai créé pour qu'on se retrouve entre sages-femmes de terrain, pour dire, ben voilà, qu'on ne veut plus fonctionner comme ça, que en se reliant tout ensemble, on peut changer les choses. On peut réinventer la sage-famerie qu'on veut voir pour demain. Et puis si cet épisode t'a parlé, s'il te plaît, partage-le, mets-le en lien sur tes réseaux sociaux, tag-moi pour que je puisse repartager ta propre publication et faire voyager aussi ton compte. Parce que du coup, c'est ensemble qu'on grandira. Je vous donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien.